Que se passe-t-il dans l'esprit de quelqu'un suspendu entre deux mondes? Lorsque Jean-Antoine Sylvestre rouvrit les yeux après de longs mois plongés dans les profondeurs du coma, ce ne furent ni les murs blancs de l'hôpital, ni le bourdonnement des machines qui surveillaient sa survie qu'il reconnut en premier. Ce fut un visage, un regard, quelqu'un qui, durant son périple dans l'ombre, avait été bien plus qu'une simple soignante. L'agriculteur, homme robuste habitué à mener sa vie d'une main ferme, se retrouvait désormais vulnérable, renaissant dans un monde qui avait continué à tourner sans lui. Personne n'aurait imaginé que l'accident tragique qui avait failli lui coûter la vie deviendrait le catalyseur de secrets longtemps enfouis, de révélations liant son histoire à celle de la mystérieuse Caroline Simon d'une manière insoupçonnée. Dans un petit village du Périgord, où les apparences et les traditions dictent encore les lois silencieuses du vivre ensemble, l'éveil de Jean-Antoine n'était que le début d'une transformation qui ébranlerait les fondations de tout ce que lui et ses proches croyaient être la vérité. À peine l'aube effleurait-elle l'horizon que Jean-Antoine était déjà debout, observant ses terres depuis la terrasse de la maison principale. Le domaine du repos des Haras, avec ses 200 hectares de terre fertile, représentait sa plus grande fierté et l'héritage qu'il comptait transmettre à ses enfants. « Monsieur Jean, le café est prêt », annonça Madame Céline, la gouvernante au service de la famille depuis plus de 20 ans. « J'arrive, Céline, je veux juste profiter encore un instant de ce lever de soleil », répondit-il sans détourner les yeux des collines ondulantes qui bordaient sa propriété. Jean-Antoine était un homme de peu de mots, mais de gestes puissants. À 62 ans, son visage tanné par le soleil et son corps encore solide portaient les traces d'une vie consacrée au travail. Veuf depuis 10 ans, depuis que Marianne l'avait quitté prématurément, emporté par un cancer, il avait transformé le domaine en refuge et en obsession. Dans la cuisine, Sébastien, le régisseur de la ferme, l'attendait avec une pochette de documents. Leur amitié remontait à loin, au début de l'exploitation, quand tout n'était encore qu'un champ de promesses. « Bonjour, patron. Des nouvelles au sujet de la frontière, avec le domaine des cyprès ?» Jean se servit un café bien noir avant de répondre. « On verra ça plus tard, Sébastien. Marc a dit qu'il passait aujourd'hui pour en discuter. »« Maître Marc, hein ?» grogna Sébastien, peu convaincu. « Il semble bien trop intéressé par cette vente. Vous trouvez pas ? C'est mon fils, et il est avocat. Il comprend mieux ses affaires que nous. » Le téléphone vibra dans la poche de Jean. À la vue du numéro, son visage changea. Il s'éloigna dans le couloir, parlant à voix basse. Sébastien fit semblant de ne rien remarquer, mais l'agitation de son patron était évidente. Une demi-heure plus tard, Jean parcourait sa propriété en 4x4, inspectant les plants de café qui tapissaient les pentes douces. Il s'arrêta près d'un groupe d'ouvriers qui récoltèrent des cerises mûres. « Cette récolte sera bonne, monsieur Jean », lança Jules, l'un des anciens ouvriers. « Espérons-le, Jules. Il le faut. Les temps sont rudes. » Le bruit d'un véhicule approchant attira son attention. C'était la BMW Bleu Nuit de son fils Marc, avocat à Lyon, qui venait de plus en plus souvent depuis l'offre d'achat faite par une société minière. « Papa, il faut qu'on parle », dit Marc en descendant de voiture, ignorant les ouvriers. « L'offre a encore augmenté. C'est une opportunité unique. » Jean inspira profondément. « Je ne vends pas, Marc. Je te l'ai déjà dit. Vous êtes trop têtu. Cette ferme est un gouffre. Avec cet argent, vous pourriez vivre paisiblement jusqu'à la fin de vos jours. Et faire quoi de mes journées? Cette terre, c'est ma vie. » Ils discutèrent âprement jusqu'à la maison. De loin, les employés observaient, habitués aux visites tendues de maître Marc. Dans le bureau, Jean reçut un autre appel mystérieux. Il trembla légèrement en décrochant. « Je ne peux pas parler maintenant », murmura-t-il, surveillant son fils du coin de l'œil. « Un souci, papa ?» demanda Marc, soupçonneux. « Rien dont tu aies besoin de t'occuper. Je dois aller tester le nouveau tracteur. » Jean sortit rapidement, laissant son fils avec ses papiers et ses contrats. Ce que personne ne savait, c'est que ce serait la dernière fois qu'on verrait Jean-Antoine Sylvestre marcher fier sur ses terres. Avant la tombée du jour, le destin allait basculer sa vie.
Le nouveau tracteur brillait sous le soleil de l'après-midi quand Jean-Antoine ajusta son chapeau de paille et grimpa dans la cabine. La machine, symbole de progrès, tranchait avec sa réticence à moderniser la ferme. Sébastien s'approcha avant qu'il ne démarre. « Un patron, la clôture à la frontière avec le domaine des cyprès a encore été arrachée. C'est pas un hasard. » Jean plissa les yeux, plus fatigué que d'habitude. « Tu penses que c'est le commandant René qui veut nous pousser à vendre ?» Le régisseur se pencha, parlant plus bas. « J'en suis sûr, depuis que la société minière s'est montrée intéressée, ce type fait tout pour vous faire plier. Il ne veut pas que le minerai, ce sont les sources qui l'intéressent, Sébastien. L'eau vaut plus cher que l'or ici. » Un silence lourd s'installa entre les deux hommes, tous deux conscients de la valeur inestimable de ces terres. « Vous avez reçu des menaces ?» Ces coups de fil bizarres. « Rien que je ne puisse gérer, » coupa Jean mettant le moteur en marche. « Je vais voir les dégâts moi-même, je rentre avant le dîner. Vous voulez que je vienne avec vous ? Non. Garde un œil sur Marc, qu'il ne fouille pas dans mes dossiers. » Le moteur couvrit toute autre réponse. Jean conduisit à travers les chemins de terre, le soleil déclinant, en peignant le ciel de nuances orange reflétées sur les vitres de la maison principale. À la frontière, les dégâts étaient plus graves qu'il ne pensait. La clôture avait été arrachée et de lourdes traces de machines montraient qu'on avait tenté de détourner le ruisseau marquant la limite. « Fils de chien !» grogna-t-il en sortant son téléphone. Il prit des photos. Mais avant de pouvoir appeler, il aperçut un mouvement dans les bois. Il rangea aussitôt l'appareil et retourna vers le tracteur. Il devait partir avant la nuit. Ce fut dans le virage le plus raide que tout bascula. Le tracteur accéléra soudainement comme possédé. Jean tenta de contrôler le volant, une odeur d'huile brûlée envahissant l'habitacle. Les freins ne répondaient plus. En quelques secondes, la descente devint chute libre. « À l'aide !» cria-t-il, mais sa voix fut étouffée par le fracas de l'engin qui se renversait. Son dernier mot, avant que l'obscurité ne l'engloutisse, fut un nom, oublié depuis des années. « Lydie !» murmura-t-il, tandis que son corps était projeté hors de la cabine. Des heures plus tard, ce fut Jules qui trouva Jean inconscient, parmi les débris. « Mon Dieu, le patron est mort !» Sébastien arriva le premier, haletant. « Il n'est pas mort, il respire encore. Vite, appelle maître Marc. » Sous la direction de son fils, Jean fut transporté d'urgence au petit hôpital de Saint-Clair. Le docteur Bruno, vieil ami de la famille, ne cacha pas la gravité de la situation. Il doit être transféré à Lyon. Le traumatisme crânien est grave. On n'a pas les moyens ici. Cette nuit-là fut la plus longue dans l'histoire du repos des haras. Tandis que l'hélicoptère l'emportait vers la ville, personne ne vit la silhouette encapuchonnée qui observait la scène à distance avant de disparaître dans l'obscurité du Périgord. État neurologique extrêmement critique, traumatisme crânien sévère, hémorragie interne, fractures multiples, énumérait le neurochirurgien de la clinique Sainte-Monique, tandis que la famille de Jean-Antoine se tenait regroupée dans le couloir aseptisé de l'unité de soins intensifs. Marc, l'aîné avocat, gardait une contenance malgré ses cernes marquées. À ses côtés, Louise, la benjamine, sanglotait sans retenue. Fernand, le fils du milieu, vétérinaire installé à Paris, était arrivé en urgence et fixait le médecin d'un regard vide. « Docteur, dites-nous franchement, mon père va-t-il survivre ?» demanda Marc. Le médecin hésita avant de répondre. « Nous avons fait tout ce que la médecine permet. Il est désormais plongé dans un coma profond. Il est impossible de prévoir quand ou s'il se réveillera. » Le mot coma résonna comme une sentence. Louise s'écroula sur une chaise, Fernand l'enlaça automatiquement et Marc resta droit, comme s'il analysait une plaidoirie. « Combien de temps cela peut-il durer ?» insista l'avocat. « Des jours, des semaines, des mois, peut-être jamais », répondit le médecin avec une sincérité brute, propre à ceux qui côtoient quotidiennement la frontière entre la vie et la mort. 3 jours plus tard, alors que Jean-Antoine était stabilisé mais toujours inconscient, les tensions montèrent à la cafétéria de la clinique. « Il faut engager un spécialiste », déclara Fernand. « Quelqu'un pour le suivre en continu. La mutuelle peut couvrir. »« Pourquoi faire ?» rétorqua Marc.
Les médecins ont dit qu'il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre. Louise essuya ses larmes et lança d'un ton amer. Tu aurais préféré qu'il meure dans cet accident, pas vrai? Ce serait plus simple pour vendre le domaine à ton copain de la société minière? Fais attention à ce que tu dis, Louise, s'emporta Marc. Je pense à l'intérêt de la famille. Ce domaine est une ruine. C'est toute la vie de papa, protesta Fernand. Et cet accident est suspect. Sébastien m'a dit que le tracteur était neuf. Il n'aurait pas dû lâcher comme ça. Un silence lourd s'installa. C'est alors qu'une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux bruns relevés en un chignon discret, le regard calme et posé, s'approcha. « Bonjour, je suis Caroline Simon, infirmière spécialisée en neurologie. J'ai appris que vous cherchiez quelqu'un pour accompagner Monsieur Sylvestre ?» Les trois enfants la regardèrent, surpris. « Comment êtes-vous au courant ?» demanda Marc, méfiant. « Je travaille avec la Dreux Camille Vaucelin, neurologue. C'est elle qui m'a orienté vers vous. » Après une brève entrevue et vérification de ses références, Caroline fut engagée. Il y avait dans son regard une assurance étrange qui inspira confiance, même à Marc. Ce que personne ne remarqua, c'est le léger tremblement dans les mains de Caroline lorsque l'on évoqua ses expériences précédentes, ni la façon dont elle observa longuement le visage inerte de Jean-Antoine à travers la vitre avant de signer le contrat. Ce soir-là, seule dans la chambre du patient, Caroline régla les appareils avec efficacité. Puis, une fois certaine que personne ne la voyait, elle s'approcha du lit et murmura « Bonsoir, Jean. Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais très bien. J'ai attendu ce moment toute ma vie. » Ses doigts effleurèrent ceux du vieil homme. Les moniteurs cardiaques enregistrèrent une légère variation. « Intéressant, » murmura Caroline, observant les signaux. « Même dans les profondeurs du coma, quelque chose en vous entend. Ce sera plus intense que je ne l'imaginais. » Chaque jour, Caroline Simon commençait sa garde à 6 heures du matin. Elle prenait soin de Jean-Antoine avec une rigueur professionnelle. Contrôle des signes vitaux, médication, soins corporels, exercices passifs pour prévenir l'atrophie. « Bonjour, monsieur Jean. Le soleil se lève, une belle journée en perspective, » lui disait-elle comme s'il pouvait entendre. Pour elle, les patients en coma étaient toujours là, capables d'entendre, de ressentir. Chaque soir, elle transmettait ses observations à la Dreux Camille avec une précision méticuleuse. Quelques variations de l'activité cérébrale pendant la lecture, rapportait-elle. Très bien, répondait la neurologue. Continuez les stimulations. Toute réaction, même infime, est encourageante. Mais lorsqu'elle se retrouvait seule, Caroline ôtait son masque. Son regard détaillait les traits de Jean à la recherche d'un visage connu derrière les ecchymoses. Un appel interrompit ses pensées. C'était Paula, son amie de toujours. « Je n'arrive pas à croire que tu fais ça, Caro. Après tout ce qui s'est passé... » Caroline sortit dans le couloir. « Il fallait que je le voie, Paula, que je comprenne comment un homme qui a détruit tant de vies peut vivre comme si de rien n'était. Et maintenant que tu le vois ainsi, brisé, qu'est-ce que tu ressens ?» Un silence, puis Caroline répondit. « De la confusion, je pensais ressentir du soulagement, de la satisfaction, mais le voir ainsi réduit à cet état, je ne sais plus. Attention, Caro, cette obsession, ce n'est pas une obsession, c'est de la justice. Mon père mérite la vérité. » De retour dans la chambre, Caroline croisa Louise sur le pas de la porte, l'air suspicieuse. « Vous parliez à qui ?» demanda-t-elle. « À une collègue. On discutait d'une nouvelle technique de stimulation. » répondit Caroline avec assurance. Louise la dévisagea mais changea de sujet. « J'ai remarqué vos méthodes, peu conventionnelles. Mon frère trouve étrange que vous lisiez à un homme dans le coma. La science prouve que les patients dans cet état peuvent entendre. Les stimulations sensorielles favorisent la récupération, » répondit Caroline, calme et précise. « Et c'est vous qui devez le faire. 12 heures par jour. Vous n'avez pas de famille, d'autres patients,
Un éclair traversa les yeux de Caroline. « Je me consacre pleinement à mes cas, mademoiselle Louise. J'ai étudié à Bordeaux, puis me suis spécialisée en neurologie pour aider des gens comme votre père. Elle ne dit pas que son choix de carrière venait d'un drame personnel, que son propre père, Antoine Simon, avait sombré dans la dépression après avoir tout perdu dans un partenariat désastreux avec un certain Jean-Antoine Sylvestre. » Alors qu'elle rangeait les médicaments, Caroline vit Louise feuilleter un livre sur la table de chevet. « Le grand Molnès » demanda-t-elle. « Comment saviez-vous que mon père aimait Alain Fournier ?» Caroline sentit son cœur se serrer, mais resta impassible. « Fernand me l'a dit. Il m'a parlé de la bibliothèque de votre père. » C'était faux. Caroline connaissait l'amour de Jean pour les lettres parce qu'elle l'avait vu, enfant, discuter littérature avec son père. Avant que tout ne s'effondre. Quand Louise partit, Caroline ouvrit discrètement un tiroir et en sortit un médaillon doré. À l'intérieur, une photo ancienne. 2 hommes souriants trinquant devant une enseigne, entreprise Simon en Sylvestre. Elle le referma vivement en entendant des pas. « Un jour, vous vous réveillerez, Jean-Antoine, » murmura-t-elle. « Et ce jour-là, je veux que vous me regardiez et reconnaissiez la fille de l'homme que vous avez détruit. Mais en attendant, je prendrai soin de vous. Mieux que personne ne l'a jamais fait. » Les moniteurs s'agitèrent à nouveau, comme si, même dans l'abîme, quelque chose en lui répondait à cette voix chargée de souvenirs. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. La chambre d'hôpital était devenue une sorte de confessionnal, où Caroline, jour après jour, révélait un peu plus d'elle-même à cet homme, plongé dans le silence. Ladru-Camille avait encouragé cette pratique. Les stimulations verbales pouvaient favoriser la réactivation neurologique. « Il fait beau aujourd'hui à Lyon », commentait Caroline en ouvrant les rideaux. « Le genre de journée parfaite pour une promenade à cheval au repos des Arras, n'est-ce pas ?» En préparant les médicaments, elle poursuivait « Sébastien m'a appelé hier soir. Il dit que la récolte de café se passe bien, malgré tout. Il semble vous être fidèle. » Contrairement à bien d'autres, sa routine était minutieuse. Le matin, lecture du journal, l'après-midi, des passages de romans qu'elle savait chers à Jean-Antoine. Le soir, quand l'étage se faisait plus calme, ses mots devenaient plus personnels. « Vous saviez que mon père m'emmenait pêcher quand j'étais petite ?» raconta-t-elle un soir en ajustant la perfusion. « Il disait que j'avais la patience d'un pêcheur. La vie, c'est comme la pêche, Caroline. Parfois, on attend des heures sans rien, mais il faut rester là. » Des paroles sages pour un homme qui a tout perdu. Les médecins notaient de subtiles variations dans l'activité cérébrale pendant ces conversations. Des signes faibles, mais prometteurs. « Continuez à lui parler », encourageait Ladru-Camille. « Il se passe quelque chose, j'en suis sûr. » Un après-midi, alors qu'elle lisait un passage de Le Grand Maulne, Caroline fut surprise par Fernand, entré silencieusement dans la chambre. « Le plus beau, c'est que les gens ne sont jamais les mêmes. Ils changent sans cesse. » Lisait-elle encore, quand elle leva les yeux. « Vous lisez exactement comme lui, » dit Fernand s'approchant. « Papa nous lisait ce passage quand nous étions enfants. » Caroline sentit un frisson la parcourir, mais resta calme. « La littérature est un excellent stimulant cérébral. J'ai entendu dire que votre père avait une belle bibliothèque au domaine. J'y étais hier. La ferme tourne, mais elle n'est plus la même sans lui. » Quelque chose dans la voix de Fernand éveilla la curiosité de Caroline. « Comment ça se passe là-bas? Les employés ne me disent pas grand-chose. » Fernand soupira. « Marc insiste pour vendre une partie des terres. Il dit que c'est pour financer le traitement, mais on sait que ce n'est pas que ça. Et vous pouvez vendre sans l'accord de votre père? Pas techniquement. Mais Marc a lancé une procédure de curatelle. Il argue de l'incapacité prolongée. » La nouvelle alarma Caroline, plus qu'elle ne l'aurait cru. Cette ferme signifiait bien plus pour elle qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Les semaines suivantes, elle commença à rapporter des objets du domaine. Un bocal rempli de terre du verger, une plume d'ara trouvée près de l'étable, même de vieilles photos récupérées dans le bureau de Jean. « Regardez ce que j'ai apporté aujourd'hui, Jean, » disait-elle, posant un cadre où l'on voyait Jean-Antoine, plus jeune, avec son épouse défunte et leurs enfants encore petits. « Vous sembliez heureux. Avant tout ça,
avant vos choix. Un jour, elle ramena quelque chose de plus significatif. Une ancienne serviette en cuir, avec le logo « Entreprise Simon & Sylvestre » gravé. Je l'ai trouvée cachée dans votre bibliothèque. Vos enfants ne savent même pas qu'elle existe. Ce sont les documents de votre société avec mon père, de l'époque où vous lui avez fait investir toutes ses économies dans un projet voué à l'échec. Projet que vous avez abandonné, le laissant assumer seul les dettes. Sa voix tremblait. Les années de douleur affleuraient. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il a tout perdu, notre maison, nos terres, et il a perdu le goût de vivre. Je l'ai vu sombrer, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Une larme coula sur sa joue, tombant sur la main immobile de Jean. Je suis venu comprendre comment vous avez pu dormir, nuit après nuit, avec ça sur la conscience. Comment vous avez construit votre empire sur la ruine de ma famille. À cet instant précis, les moniteurs cardiaques affichèrent la plus forte variation depuis des mois, comme si, d'une manière ou d'une autre, Jean-Antoine répondait à cette voix chargée d'un passé douloureux. Lors de la 7e réunion de suivi médical, la Dreux Camille dévoila une surprise. Les images cérébrales montraient une activité nettement accrue. « Je ne veux pas créer de faux espoirs », expliqua-t-elle en montrant les zones colorées sur l'écran. Mais ces schémas indiquent que M. Sylvestre réagit à des stimulations. En particulier, elle marqua une pause, lors des périodes où il est seul avec l'infirmière Caroline. Tous les regards se tournèrent vers elle. Caroline conserva une expression neutre. « Je me contente d'appliquer les protocoles », répondit-elle, humble mais droite. Dans le couloir, Marc la rattrapa plus méfiant que jamais. « Quel stimuli lui donnez-vous quand personne ne regarde ? Je lis, je mets de la musique, je parle, des méthodes cliniquement prouvées, » dit-elle sans se démonter. « Et pourquoi ces pics d'activité apparaissent-ils seulement quand vous êtes seul avec lui ? Peut-être parce que ce sont les moments les plus calmes, sans tension, sans vous aussi. » La pique ne passa pas inaperçue. Quelques jours plus tard, pendant une manipulation de routine, quelque chose changea. Caroline ajustait le bras droit de Jean quand elle sentit un mouvement, léger mais volontaire. « Jean » appela-t-elle, le cœur battant. « Si vous m'entendez, bougez les doigts encore. » Rien. Elle alerta l'équipe médicale. « Réflexe ou pas, c'est un bon signe », conclut le neurologue. On continue à observer. Les semaines suivantes, les signes se multiplièrent. Pression artérielle modifiée pendant certaines lectures, mouvements oculaires sous les paupières et ce frémissement discret des doigts. Un jour, à la cafétéria, Louise aborda Caroline. « Comment saviez-vous que mon père tenait un journal ?» Caroline manqua de lâcher son café. « Pardon ? Vous avez demandé à Fernand de le ramener. Celui caché dans son bureau. Comment saviez-vous qu'il existait ?» L'esprit de Caroline réagit instantanément. « C'est lui qui me l'a dit. » Louise écarquilla les yeux. « Il est dans le coma, pas au sens littéral. Il a réagi à certains mots. Journal, écriture, souvenir. J'ai suivi mon instinct. Chez beaucoup de patients, les mots liés à des objets affectifs déclenchent une réponse. » L'explication semblait plausible, mais les yeux de Louise restaient soupçonneux. « Il y a quelque chose chez vous qui ne colle pas, Caroline. On dirait que vous connaissez mon père mieux que nous tous. » Avant que la conversation n'aille plus loin, le bip du beeper retentit. C'était la chambre de Jean. En arrivant, elle trouva Marc penché sur le lit. Les moniteurs affichaient une fréquence cardiaque anormale. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, reprenant aussitôt sa posture professionnelle. « Je ne sais pas, » j'ai dit. « Salut, papa, c'est moi. » Et ça s'est emballé. Caroline comprit aussitôt. « Il entend, il vous reconnaît. » « Continuez, Marc. Parlez-lui. » Hésitant, Marc s'exécuta. « Papa, c'est moi, Marc. On est là tous. Tiens bon. Le domaine, Sébastien s'en occupe. Nouveau pic. » Caroline fit un geste pour qu'il poursuive. « Je sais qu'on n'est pas d'accord. Mais on a besoin de toi. Même moi. » Et soudain, cela arriva. La main de Jean bougea. Nettement. Les doigts se contractèrent. Marc recula, stupéfait. Caroline s'approcha, prit sa main entre les siennes. « Monsieur Sylvestre ? Jean ? Si vous m'entendez serrer ma main. » La pression fut faible, mais réelle.
Mon Dieu, souffla Marc. Il revient. Caroline sentit un tourbillon d'émotions. Elle avait préparé une vengeance, et c'est elle qui, paradoxalement, avait ramené cet homme à la vie. Un lien inattendu s'était tissé. Quand l'équipe médicale arriva, tout le monde put le constater. Jean-Antoine Sylvestre émergeait des ténèbres, ramenant avec lui des secrets capables de bouleverser bien plus que sa propre histoire. La journée avait commencé comme les autres. Caroline arriva à 6 heures du matin, vérifia les moniteurs, administra les soins, réalisa la toilette matinale. Mais dans l'air flottait une attente particulière, un frémissement après les événements de la veille. « Bonjour, Jean », murmura-t-elle, en entr'ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière douce du matin. « On dirait bien que vous avez décidé de revenir parmi nous, finalement. » Tout en préparant les appareils pour la kinésithérapie passive, elle poursuivait son monologue habituel. Le ciel est bleu, l'air est frais. Un vrai matin d'hiver lyonnais. Le genre de journée où vous auriez savouré un café sur la terrasse du domaine. Et c'est alors que cela se produisit. En manipulant doucement le bras droit de Jean, elle sentit les doigts bouger, intentionnellement. Elle leva les yeux vers son visage. Les paupières frémissaient. Elle luttait pour s'ouvrir. « Jean, vous êtes là? Vous m'entendez ?» Les yeux de Jean-Antoine s'ouvrirent lentement, d'abord flous, battant contre la lumière. Son regard était confus, désorienté. Caroline appuya aussitôt sur le bouton d'urgence. « Tout va bien. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident. Vous avez dormi longtemps. » Il tenta de parler, mais seul un râle rauque sortit. Caroline humidifia ses lèvres avec une éponge douce. « Ne forcez pas. Votre gorge n'a pas servi depuis des mois. » Les médecins et infirmiers envahirent la pièce, déclenchant une série d'examens. Caroline s'éloigna, observant la scène, son cœur battant un rythme qu'elle ne contrôlait plus. Quelques heures plus tard, alors que l'agitation s'était calmée, on l'invita à revenir dans la chambre. Jean était plus éveillé, bien que visiblement épuisé. « Il vous a demandé ?» déclara la Dreux-Camille, sincèrement surprise. « Votre nom a été le premier mot qu'il a articulé clairement. » Caroline sentit son souffle se suspendre. L'avait-il reconnu? Avait-il entendu toutes ses confidences pendant le coma? Elle s'approcha lentement. Les yeux de Jean la suivirent, plus clairs maintenant. « Monsieur Sylvestre, je suis Caroline Simon, votre infirmière. J'ai pris soin de vous tout ce temps. » Il tenta de parler, sa voix rauque, presque éteinte. « Lydie ?» Caroline se figea. Lydie, le prénom de sa mère, morte depuis plus de 20 ans. « Non, monsieur, je suis Caroline. Caroline Simon. » Jean ferma les yeux un instant, comme pour remettre de l'ordre dans sa mémoire. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une autre lumière dans son regard, une reconnaissance. Fille de Lydie et d'Antoine. La révélation la frappa comme un éclair. Il savait, il avait compris, même depuis l'abîme. « Comment? Votre voix, comme la sienne. » Des larmes montèrent aux yeux de Caroline. Tant d'années à attendre une réponse. Et cet homme, qu'elle avait longtemps vu comme le bourreau de son père, la regardait maintenant avec soulagement. Les enfants de Jean arrivèrent à cet instant, envahis par l'émotion. « Papa, Dieu merci !» s'exclama Louise en l'embrassant. « Tu nous as fait une sacrée peur !» murmura Fernand en lui serrant la main. Seul Marc resta en retrait, ému mais réservé. « Bienvenue parmi nous, papa !» Jean, épuisé, les regarda avec affection. Puis son regard revint vers Caroline. « Elle, » murmura-t-il en désignant Caroline faiblement, « elle m'a ramené. » Les 3 enfants se tournèrent vers elle, leurs expressions mêlant gratitude et soupçon. « J'ai seulement fait mon travail, » répondit Caroline, toujours professionnelle. Mais alors qu'ils détournèrent les yeux, Jean s'adressa à elle d'un souffle que seules ses lèvres prononcèrent. « Lina, ma petite Lina », ce surnom, un nom que seuls ses parents utilisaient. Un nom que Jean-Antoine ne pouvait connaître que s'il avait été bien plus proche de sa famille qu'elle ne l'imaginait. Ce jour-là, Caroline comprit que l'histoire qu'elle croyait connaître n'était qu'un fragment.
et que le réveil de Jean-Antoine n'était que le début d'un passé prêt à ressurgir. Les jours qui suivirent le réveil de Jean-Antoine furent rythmés par des séances de rééducation épuisantes, des tests neurologiques et le lent retour de la mémoire et de la motricité. Caroline, toujours son infirmière principale, restait d'un professionnalisme exemplaire, en apparence. Un après-midi, alors que Louise et Fernand étaient partis s'occuper des affaires du domaine, Caroline retrouva Jean seul, installé près de la fenêtre. Il observait la ville en silence, une couverture sur les genoux. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle en vérifiant ses constantes. Jean tourna lentement la tête vers elle. « Mieux. Un peu embrouillé, mais ça revient. » Elle hocha la tête, distante. « C'est normal après un coma aussi long. Les souvenirs reviennent par vagues. Je n'étais pas totalement absent, murmura-t-il. Je vous entendais par moments. » Elle suspendit son geste, saisie. « Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Pas tout, des morceaux. Votre voix, c'était un fil qui me ramenait. Ce n'étaient que des stimulations sensorielles. Un protocole. Non. » Il ouvrit les yeux, plus lucide. « C'était plus que ça. Vous parliez de votre père, Antoine. » Le prénom claqua dans l'air comme une gifle. Caroline blêmit. « Monsieur Sylvestre, je ne pense pas que ce soit... »« Asseyez-vous, » dit-il doucement, en désignant la chaise à côté. « Il faut qu'on parle. Caroline, ou dois-je dire, Lina, le surnom. » Caroline s'assit, les jambes fléchissantes. « Comment connaissez-vous ce nom? Seuls mes parents... » « J'étais là, quand vous êtes né. » Elle vacilla. « C'est impossible. Vous étiez juste le partenaire de mon père, celui qui l'a trahi. C'est ce qu'on vous a dit ?» Il prit une grande inspiration. « Antoine était mon frère de cœur. Alors pourquoi l'avoir abandonné? Pourquoi l'avoir laissé tout perdre ?» Jean regarda au loin, les yeux humides. « Ce n'est pas moi qui suis parti, c'est lui, quand il a découvert... » Quoi? Un silence. Puis... « Que j'aimais votre mère, et qu'elle m'aimait aussi. » Le monde se brouilla pour Caroline. Les pièces du puzzle s'imbriquaient d'un coup. Non, ce n'est pas vrai. Lydie et moi, nous étions amoureux avant même qu'elle connaisse votre père. Mais ma famille n'a jamais accepté. Elle s'est éloignée. Elle a rencontré Antoine. Puis, nous nous sommes revus. Le projet de société n'était qu'un prétexte. Vous voulez dire que ma mère et vous... Pendant presque 2 ans, jusqu'à ce qu'il découvre, il m'a chassé, a refusé mon aide et a disparu avec vous. Caroline pleurait maintenant, incapable de retenir ce torrent. Et son infarctus, et notre pauvreté, j'ai envoyé de l'argent, il l'a toujours refusé, trop fier. Quand j'ai appris sa mort, il était déjà trop tard. Et maman, Jean baissa les yeux. Je ne l'ai plus revue, par respect. C'était le minimum. Caroline se leva, déboussolée. « Pourquoi me raconter ça maintenant? Parce que votre voix, dans mon coma, c'était elle, même dans la colère, même dans votre désir de vengeance. » Il lui tendit une main tremblante. « Vous avez le droit de me haïr, mais je voulais que vous sachiez, je ne suis pas le monstre qu'on vous a dépeint. » Elle recula, le souffle court. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. »« Je comprends, » dit-il en baissant la main. Juste une chose, ce médaillon que vous cachez, c'était le sien, non? Instinctivement, Caroline porta la main à son cou. Le médaillon de sa mère. Comment le savez-vous? Je le lui ai offert le jour de votre naissance. À ce moment, la porte s'ouvrit, Marc entra, et la conversation la plus bouleversante de la vie de Caroline prit fin. 2 semaines après son réveil, les médecins autorisèrent Jean-Antoine à de brèves visites au domaine, comme partie intégrante de sa rééducation. Caroline, toujours infirmière attitrée, l'accompagnait dans ses escapades pleines de souvenirs. La première visite au repos des Arras fut un bouleversement. Dès que la voiture franchit le portail de la propriété, Jean pleura en silence. Les haras aux plumes d'azur et d'or survolèrent le véhicule, comme pour saluer le retour du maître. « Elles savent, » murmura-t-il. « Elles savent que je suis revenu. » Sébastien l'attendait sur le perron, le chapeau entre les mains, les yeux brillants. « Bienvenue à la maison, patron. » Le domaine avait perdu son souffle sans vous.
Le déjeuner servi par Madame Céline fut simple, mais chargé d'émotions. Blanquettes de volaille, purée maison, légumes du jardin, les plats préférés de Jean. « Et la partie est du domaine ?» demanda-t-il, sa voix plus forte grâce à la rééducation. « En ordre, » répondit Sébastien. « On a renforcé la clôture, après l'accident. » Le ton de Sébastien n'échappa pas à Caroline. Il y avait des non-dits. Plus tard, elle le retrouva dans la grange. L'accident de Monsieur Sylvestre, ce n'en était pas vraiment un, n'est-ce pas? Sébastien la fixa longuement avant de céder. Vous devriez pas être mêlée à ça, mademoiselle. Mais puisque vous demandez, non. Ce tracteur était neuf, révisé. Les freins ont été sabotés. Vous savez qui a fait ça? J'ai ma petite idée, dit-il en regardant discrètement vers la maison. Il y a beaucoup d'intérêt autour de ces terres. Trop d'argent en jeu. Le lendemain, Caroline accompagna Jean jusqu'à son bureau. Il avait insisté pour revoir certains documents, malgré les recommandations médicales. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit-il, peinant à ouvrir le coffre dissimulé dans le mur. Il en sortit une vieille chemise cartonnée et une enveloppe jaunie. « Voilà toute la vérité sur la société avec votre père. » Caroline feuilleta les papiers avec des mains tremblantes. Contrat, lettres, reçus, tout prouvait que Jean avait tenté d'aider Antoine. Avance d'argent, proposition de relance, lettres restées sans réponse. « Il ne m'a jamais parlé de ça, » souffla-t-elle. « Ma mère est morte jeune, et lui s'est tu jusqu'au bout. La douleur et la fierté changent les hommes, » répondit Jean. Il a préféré le silence à la vérité. Un bruit à la porte les interrompit. C'était Marc. Il observa la scène, les sourcils froncés. « Quels sont ces papiers, papa ?» demanda-t-il en s'approchant. « Rien d'important, » répondit Jean en tentant de les ranger. Mais Marc fut plus rapide. Il saisit quelques documents et lut à voix haute. « Simon, c'est votre nom, vous. Quelle coïncidence !»« Ce n'est pas une coïncidence, Marc, » intervint Jean calmement. « Caroline est la fille d'Antoine Simon, mon ancien associé. » Marc pâlit. « L'infirmière qui vous a veillé, écouté nos conversations sur la vente, qui connaît chaque recoin de cette maison, est la fille de votre ancien partenaire, et vous ne trouvez pas ça étrange? Je viens de l'apprendre, » répondit Jean. « Mensonge !» hurla Marc. Il se tourna vers Caroline. « Vous êtes venu ici pourquoi? De l'argent? Une revanche? » « Respectez-la, Marc, » dit Jean, avec une autorité inattendue. « Sans elle, je ne serais peut-être même pas revenu à moi. Ou alors, elle vous a conditionné, manipulé pendant que vous étiez inconscient. Quelles idées vous a-t-elle glissées à l'oreille? » Caroline resta calme. « Votre père a entendu bien plus que vous ne le pensez, Marc, notamment vos appels nocturnes, ceux où vous parliez de pourcentage, avant même l'accident. » Marc fit un pas menaçant. Jean se leva, chancelant mais ferme. « Assez !» cria-t-il. « Va-t'en, j'ai besoin de terminer cette conversation. »« Vous regretterez de lui faire confiance » lança Marc en claquant la porte. Resté seul, Jean s'effondra sur son fauteuil. Cet accident, c'était voulu. La société minière a découvert des gisements sur nos terres. Et Marc est impliqué? Jean ferma les yeux, la douleur dans chaque trait de son visage. Je ne veux pas le croire, mais les preuves s'accumulent. Caroline prit ses mains entre les siennes, apaisée et déterminée. Je suis venu ici pour venger mon père, et j'ai découvert une histoire bien plus complexe, une vérité humaine. Et maintenant? Demanda-t-il, vulnérable. Maintenant, on va découvrir la vérité, et ensuite, on verra ce que nous ferons de ce passé qui nous lie. Le soleil déclinait sur le repos des Arras, et Jean et Caroline scellèrent un pacte silencieux, non plus infirmière et patient, non plus victime et bourreau, mais deux âmes survivantes unies par la douleur et la possibilité d'un nouveau départ. Un an s'était écoulé depuis le réveil de Jean-Antoine. Le domaine du repos des Arras resplendissait sous le soleil d'octobre. Les caféiers débordèrent de fruits, les arbres à fleurs teintèrent le paysage de rose. Jean, assis sur la terrasse, contemplait sa terre avec une gratitude nouvelle. « Un peu de café, monsieur Jean ?» proposa madame Céline. « Juste un fond, Céline. Caroline m'a déjà prévenu. Pas d'excès de caféine. » La mention de Caroline n'étonnait plus personne. «
Elle était passée de soignante à amie, d'ennemi potentiel à allié essentiel. Elle faisait partie du quotidien du domaine. Sébastien arriva avec le journal. Encore un article, patron. Cette fois, en première page. Jean ajusta ses lunettes et lut. Ancien avocat condamné pour tentative de meurtre et association avec société minière illégale. La photo montrait Marc, menotté, la tête basse. Ça fait mal de voir ça, souffla Jean. Mon propre fils. Il a choisi sa route, répondit Sébastien. La cupidité, ça dévore les gens. L'enquête déclenchée après le réveil de Jean avait révélé une machination effroyable. Marc collaborait avec une société minière désireuse d'exploiter les terres familiales. Le refus de Jean avait mené au sabotage du tracteur, mais ni eux ni Marc n'avaient prévu que Caroline ferait éclater la vérité. « Papa » appela Louise, sortant de la maison. « Fernand arrive avec les jeunes plants d'arbres que tu voulais. » Jean sourit. La tragédie avait rapproché ses deux enfants. Sans l'influence de Marc, ils s'étaient révélés être des gestionnaires loyaux et investis. Une voiture arriva. Caroline descendit, un dossier à la main. « Bonjour à tous, j'ai les documents de la Fondation, Jean. » La Fondation Simon-Sylvestre, créée 6 mois plus tôt, aidait les familles rurales en détresse et finançait les soins de santé pour les travailleurs agricoles. Une manière de transformer une histoire de douleur en espoir. « Allons au bureau », dit Jean, se levant avec sa canne. Dans le bureau, entouré de cartes et de photos anciennes, il parcourait les documents. Mais Jean se perdit dans ses pensées, regardant par la fenêtre. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Caroline. « Je pensais à l'étrangeté de la vie. Il y a 1 an, j'étais dans les ténèbres, guidé par votre voix. Et vous étiez venu pour vous venger. » Caroline sourit. « Le destin est ironique. Je cherchais justice. J'ai trouvé des réponses. Et une paix que je n'imaginais pas. » Jean effleura le médaillon à son cou. « Lydie serait fière de vous, aussi forte qu'elle. Je pense qu'ils seraient tous deux en paix aujourd'hui. » Un taxi s'arrêta. Un homme d'une 50aine d'années en descendit. « Cheveux poivre et sel, démarche assurée. »« Qui est-ce » demanda Caroline. Jean pâlit. « Ce n'est pas possible. Après toutes ces années... »« Jean, c'est Robert, mon petit frère, disparu depuis 20 ans, lors d'une expédition en Guyane. On le croyait mort. » Caroline l'aida à sortir. Sur la terrasse, Robert parlait déjà avec Louise. « Robert » appela Jean, la gorge nouée. L'homme se retourna. Même regard, même mâchoire. « Jean-Antoine, je suis revenu. » Ils s'enlacèrent longuement. Puis Robert remarqua Caroline. « Et cette jeune dame ?» Jean la regarda longuement. « C'est Caroline Simon. Elle m'a sauvé 2 fois, en me ramenant à la vie, puis en m'aidant à découvrir la vérité. Et elle est la fille d'Antoine et de Lydie. » Robert blêmit, puis hocha la tête. « Lydie, je reconnais son visage en elle. » Ce jour-là, les histoires se croisèrent. Robert révéla avoir fui après avoir découvert des documents impliquant le commandant René dans des crimes fonciers. Les mêmes documents que Jean avait retrouvés juste avant son accident. Le soir, Caroline et Jean marchaient lentement dans le verger. L'air était doux. Les oiseaux chantaient leur retraite. « Et maintenant, Jean ?» demanda Caroline, citant un poème qu'elle lisait souvent à l'hôpital. Il sourit. « Maintenant, on continue. On reconstruit le domaine, nos vies, cette fondation. Comme partenaire, comme tu le voudras, Caroline. Les étiquettes comptent peu. Ce que nous avons est réel. » Elle observa les terres. Ce lieu qu'elle avait d'abord haï était devenu un symbole de résilience. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» dit-elle. « La vie n'est jamais ce qu'on avait prévu. Je suis venu avec le feu. Je repars avec la lumière. » Jean serra doucement sa main. La vie, elle chauffe et refroidit, elle serre et relâche, elle calme et inquiète. Ce qu'elle demande de nous, c'est du courage. Guimarães Rosa, murmura Caroline. Vous vous souvenez de ce que je lisais? Chaque mot. Dans l'obscurité, c'était votre voix qui me guidait. Les haras survolèrent le domaine, leurs plumes éclatantes illuminées par le soleil couchant.
Un nouveau chapitre commençait, non pas fait de vengeance mais de rédemption, de deux cœurs marqués, désormais liés par le courage d'aimer à nouveau.